Bonjour à tous, merci au comité scientifique de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais avoir la lourde tâche de vous parler d'aménorrhée chimio-induite et du pronostic sur le cancer du sein. Donc on va s'intéresser au cancer du sein de la femme qui est non ménopausée. Ça représente environ 17% du cancer du sein au diagnostic et en France, c'est environ 10 000 nouveaux cas par an. Il y a des problématiques qui sont propres à cette population de femmes, avec notamment une détresse émotionnelle, un impact social, un impact sexuel et une image corporelle altérée par rapport au cancer du sein, enfin, en tout cas les femmes qui ont un cancer du sein et qui sont plus âgées. On sait que ces femmes sont insatisfaites sur l'information qu'on leur donne sur la sexualité et la fertilité, puisque 43% et 53% sont seulement satisfaites. Mais sur l'information sur la fertilité, on n'a pas grand-chose. Quels sont les marqueurs de fertilité? Est-ce que c'est l'AMH? Est-ce que c'est l'aménorrhée? Eh bien, à défaut d'avoir mieux, on s'intéresse plutôt à l'aménorrhée. Qu'est-ce que c'est l'aménorrhée chimio-induite? Il n'y a pas de vraie définition. C'est l'arrêt des règles après la chimiothérapie, mais pendant quoi? 6 mois, 12 mois, 18 mois, on ne sait pas trop. En pratique, dans les études, c'est plutôt 6 à 12 mois. Est-ce qu'on va prendre en compte qu'il y ait ou pas une hormonothérapie, puisque bien souvent, il y a une hormonothérapie derrière. Et puis, cette aménorrhée peut être réversible ou non, et ça concerne une large fourchette de femmes, entre 11 et 96% des cas, et on va essayer de comprendre pourquoi il y a cette fourchette si large. Comment ça marche l'aménorrhée chimio-induite? Eh bien, en fait, vous allez avoir plusieurs mécanismes qui vont être intriqués, des mécanismes vasculaires de fibrose du tissu ovarien, des atteintes directes par les molécules de chimio sur les cellules de la granulosa des follicules. Et puis, il y a une théorie qui est celle du burn-out, qui est la théorie de la levée des mécanismes inhibiteurs destinés à maintenir en quiescence les follicules primordiaux. Alors, tout au long de la vie, les follicules primordiaux se divisent, deviennent des follicules matures, puis vont ovuler. Et bien, ces follicules qui se divisent sont plus sensibles à la chimiothérapie que les follicules primordiaux. Et donc, dans ces mécanismes paracrines qui font que les follicules primordiaux se divisent, il y a notamment l'AMH. Et donc, c'est cette théorie du burn-out. De quoi dépend l'aménorrhée chimio-induite? Eh bien, essentiellement de l'âge au diagnostic. Plus vous allez avoir un âge élevé et plus vous avez un risque d'avoir une aménorrhée après la chimiothérapie, du type et de la durée de la chimiothérapie, de l'indice de masse corporelle et de la prise d'hormonothérapie par la suite. Il y a également des articles qui parlent du polymorphisme génétique. Eh bien, ça va être plusieurs choses. Déjà, dans le transport intrahépatique des molécules de chimiothérapie, vous allez avoir un polymorphisme. Et également dans le métabolisme, par exemple, dans l'acétyl-CoA. Et donc, il y a des études comme à droite, là, c'est dans le chromosome 2 et 15. Ils arrivent à trouver des gènes qui sont plus ou moins associés à une aménorrhée, mais ce n'est pas utilisable en pratique routinière. Le problème de l'aménorrhée chimio-induite, c'est que ça a également un impact sur la qualité de vie des femmes. Alors, parmi la pléthore d'articles qui ont commencé d'ailleurs à apparaître à partir des fins d'années 90, alors là c'est 2014, je trouvais ça intéressant, ils ont comparé les femmes qui avaient une aménorrhée et une chimiothérapie aux femmes qui n'avaient pas d'aménorrhée mais avaient reçu une chimiothérapie et aux femmes qui n'avaient ni l'un ni l'autre. Et en fait, celles qui ont l'aménorrhée et la chimiothérapie ont moins d'intérêt à la sexualité et ont un score de dysfonction sexuelle plus élevé. Elles ont également d'autres symptômes, elles ont des bouffées de chaleur, des sueurs, des mastodinies, une prise de poids. C'est associé à une inactivité physique, et puis il y a les symptômes dépressifs, l'anxiété, le stress. Il y a eu les premières belles études prospectives en critères de jugement principal. Alors c'est l'étude de Sukhomvanik en 2010. Lui, il a pris 460 femmes préménopausées entre 1998 et 2002. C'était des cancers du sein stade 1 à 3. Et multicentrique, prospectif, un long suivi avec des questionnaires à remplir tous les 6 mois. Il a regardé les facteurs associés à l'aménorrhée à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois après la chimiothérapie. Alors, en pratique, c'était des femmes avec une médiane d'âge de 39 ans au diagnostic, qui avaient un BMI normal à bas. Les régimes de chimiothérapie reçus, c'était essentiellement les anthracyclines, le cyclophosphamide, associé ou non au taxane, et puis pour 16% du CMF qu'on fait moins actuellement. Des tumeurs qui étaient T1 majoritairement, avec pour 50% du N0 et du N1 ou plus pour l'autre 50%, et puis dans 70% des cas, des tumeurs RH+. Autrement dit, une cohorte assez standard de cancer du sein, avec une médiane d'âge à 39 ans. Eh bien, il a trouvé qu'il y avait 41% d'aménorrhée à 6 mois. Parmi elles, une femme sur deux peut récupérer des règles dans les 3 ans après ces 6 mois.
À 12 mois, il avait 29% d'aménorrhée. De même, un tiers des femmes pouvaient récupérer des règles dans les 3 ans. Et à 24 mois, 23%. Donc, il y a aussi un message de dire que même si vous avez une aménorrhée, vous pouvez récupérer des règles. À 12 mois, il y a une femme sur 3 qui peut quand même récupérer des règles dans les 3 ans. Après 2 ans, ça devient plus difficile, puisque là, en l'occurrence, c'était seulement 10%. Il a regardé également, par catégorie d'âge, quel nombre de femmes avaient des aménorrhées. Eh bien, comme on avait dit, l'âge c'est un facteur majeur. Et bien, entre 35 et 39 ans, quand vous comparez avec les femmes qui ont 40 ans, par exemple, sous anthracycline, cyclophosphamide, vous avez 21% qui ont une aménorrhée quand elles ont moins de 40 ans. Par contre, c'est 68% quand vous avez plus de 40 ans. Autre message, selon le régime de chimiothérapie, vous n'avez pas les mêmes pourcentages d'aménorrhée. Anthracycline, cyclophosphamide et taxane, vous avez 45%. Quand vous enlevez le taxane, vous en avez 37%. L'impact de l'aménorrhée sur la survie globale. Alors là, c'était pareil, 2010, la même année. C'était cependant en critères secondaires que ça avait été évalué. Donc à gauche, le critère primaire, qui était de comparer une chimiothérapie séquentielle par anthracycline, cyclophosphamide, taxane, ou en concomitant, et aussi un bras avec la doxorubicine, docétaxel. Ils arrivaient à montrer que le fait de faire le séquentiel ACT était mieux que les deux autres, ce qu'on fait actuellement en pratique courante. Et puis, en survie globale, à droite, ils ont comparé l'aménorrhée et le pourcentage les femmes qui avaient une aménorrhée et celles qui n'en avaient pas, et ils montraient qu'il y avait une meilleure survie globale, avec un hasard ratio à 0,76, un P significatif, chez les femmes qui avaient une aménorrhée. Et puis Zhou, en 2015, 5 ans plus tard, il a pris toutes ces études qui avaient été publiées juste avant, avec celle de Swain et Hall, qui est la plus grosse d'ailleurs qu'on retrouve, et il a essayé de regarder si l'aménorrhée avait vraiment un impact ou pas, parce que certaines études étaient plutôt positives, d'autres non. Eh bien, quand vous regardez en survie sans maladie, l'aménorrhée est associée, en effet, à une meilleure survie sans maladie. Quand vous regardez en survie globale, pareil, on a une meilleure survie globale quand les femmes sont en aménorrhée après la chimiothérapie. Mais en fait, quand vous séparez les bras RH+, et les bras RH- de cette méta-analyse, vous voyez que les patientes ER+, ont en effet une survie sans récidive qui est améliorée, mais pas les patientes qui sont ER-. Et puis un petit mot aussi sur les femmes qui sont HER2. Lambertini, en 2019, il s'est intéressé à la question. Il a eu 2800 femmes qui étaient préménopausées avec près de 60% de RH+, entre 2007 et 2011. Il a administré des anti-HER2 après toutes les cures de chimiothérapie, ou bien en concomitant du taxane après les anthracyclines, ou bien en concomitant du carboplatine docétaxel. Il avait 4 bras, trastuzumab et ou lapatinib, et c'était administré selon un schéma séquentiel ou concomitant, avec un équilibre des bras 1-1-1-1 pendant 1 an. Il s'est intéressé au taux d'aménorrhée et à l'impact sur la survie sans maladie et sur la survie globale. Eh bien, il retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes HER2 plus RH+, vous avez une survie sans maladie et une survie globale qui est significativement meilleure lorsque vous êtes en aménorrhée. Par contre, chez les RH- et les HER2+, ce n'est pas le cas. Un mot également sur les traitements qu'on donne, les anti-HER2. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses, mais quand même, pareil, c'est l'étude de Lambertini. Donc, il a regardé si le traitement qu'on avait, le trastuzumab, lapatinib ou l'association des deux en séquentiel ou en concomitant, augmentait l'aménorrhée après chimiothérapie. Non, on n'a pas l'impression. Le TDM1, trastuzumab emtansine, qu'on donne maintenant dans les réponses non complètes après chimiothérapie néoadjuvante d'un cancer HER2 amplifié, il y a une seule étude, c'est Rudy et Hall. Ils l'ont fait en 2021. Ils avaient alors pas beaucoup de patients, 76, 18 dans le bras trastu, 58 dans le bras TDM1. Bon, là, ils trouvent qu'avec TDM1, on a moins d'aménorrhée, mais il faudrait des plus grands effectifs, un suivi à plus grand terme. On ne peut pas tirer de conclusion avec si peu de femmes. Les cancers du sein triple négatif, plus d'aménorrhée, oui ou non? Eh bien, vous savez qu'il y a une escalade dans les traitements depuis ces dernières années. On parle d'immunothérapie, on fait le dose dense, on fait le carboplatine, mais il n'y a pas tant de données que ça sur l'aménorrhée. Pour le Pimbro, bon, on sait qu'il y a 30% d'effets indésirables auto-immuns. Est-ce qu'on peut imaginer que les hypophysites font des aménorrhées? Pourquoi pas, mais on n'a pas de données chiffrées. Dans le dose dense, oui, on a une belle méta-analyse encore de Lambertini. Il avait 1400 patientes et il n'a pas trouvé plus d'aménorrhée chez les patientes qui avaient du dose dense. Et puis le carboplatine, très peu de données, du faible effectif, c'était des statistiques descriptives, il n'y avait pas de vraie analyse qui avait été faite sur ça.
Des belles choses, ça c'est un nomogramme qui a été fait par Barbara Pistilli en 2018. Elle a, pour qu'en consultation on puisse prédire le pourcentage d'aménorrhée chez une femme qu'on voit en consultation. Et en fait, c'est des systèmes qui sont en train d'évoluer, qu'on va chercher à améliorer. En fait, c'est un système de points que vous allez avoir selon l'âge, le BMI, le régime de chimiothérapie qui a reçu. On additionne tous les points, on fait un total de points juste ici, on ne voit pas, et puis on trace un trait vertical et on arrive à avoir une estimation de l'aménorrhée à 3 mois, à 6 mois et à 18 mois. Donc on peut imaginer que pour adresser en consultation de fertilité, ça peut être intéressant. Le docteur Espy a parlé de l'étude Soft Trial, ça s'articule bien avec cette présentation également, puisqu'on s'est dit, est-ce que le fait d'avoir une aménorrhée après la chimiothérapie ou le fait de ne pas en avoir, il faudrait le monitorer. Autrement dit, si vous êtes préménopausé après chimiothérapie, est-ce qu'il ne faudrait pas escalader dans les traitements? Et donc c'est cette étude avec 2033 femmes, les patientes RH+, qui ont été randomisées, soit dans les 12 semaines après chirurgie, quand elles n'avaient pas de chimiothérapie, soit dans les 8 mois après la chimiothérapie. Le critère non ménopausé, c'était un dosage d'œstradiol. Ils n'ont pas demandé aux femmes si elles avaient des règles ou non, c'était un dosage d'œstradiol. Et ils ont comparé donc tamoxifène et le tamoxifène avec la suppression ovarienne, alors agoniste de la GnRH ou ovariectomie bilatérale. Et puis c'est cette diapositive qui montre qu'en effet, le tamoxifène plus OS fait mieux, pas de manière significative, et puis avec un pourcentage absolu de moins de 2%. Bon. Par contre, quand vous regardez le sous-groupe des femmes qui a reçu une chimiothérapie juste avant, et donc qui est préménopausée après la chimiothérapie, là on a un hasard ratio qui est toujours pas significatif, mais le pourcentage absolu est plus intéressant, avec 4,5% de gain chez les femmes qu'on met sous tamoxifène plus suppression ovarienne. Par contre, beaucoup d'effets indésirables, que ce soit du double blocage ou même de l'aménorrhée chimio-induite, les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur, l'hypertension et j'en passe. Autant de choses qu'il faut chercher lors de vos consultations de suivi. Alors finalement, l'aménorrhée après chimiothérapie, c'est fréquent. Ça dépend essentiellement de l'âge, du type, de la durée de la chimiothérapie, de la prise d'hormonothérapie ou non derrière. On a une amélioration du pronostic, notamment chez les patientes qui sont RH+. Il faut s'adapter à la patiente et au cancer. On ne fait pas un double blocage hormonal où on ne cherche pas à tout prix à mettre les patientes en aménorrhée. Et puis la qualité de vie, on adresse aux collègues qui sont spécialisés dans les soins de support afin d'améliorer l'observance, notamment de l'hormonothérapie. Merci infiniment pour votre attention.